Quelle est l'évolution du venture capital sur l'année 2025? À quoi s'attendre pour l'année 2026? Nous sommes le 2 février 2026. Nous allons faire un point sur l'évolution du venture capital. Quels sont les secteurs qui sont plébiscités, ceux qui sont délaissés? Où vont les capitaux? Là-dessus, spoiler, c'est toujours les États-Unis. Mais à quel point ça progresse? Et puis aussi, est-ce que d'une manière générale, le venture capital est en train de croître? Est-ce qu'il y a un afflux de capitaux de la part des investisseurs? Comment se porte aussi le marché des fusions-acquisitions? Puisque nous autres, en tant qu'investisseurs start-up, on a besoin d'exit, on a besoin d'événements de liquidité pour que les plus-values ne soient pas juste des plus-values latentes, mais qu'on ait des sous qui arrivent sur nos comptes. Donc, on va voir tout ça. Mais avant, petite introduction, je donne du contexte à cette vidéo. Pour ceux qui me découvrent à travers celle-ci, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Cédric Tempestini. Je suis marié, j'ai 43 ans. Je suis papa de 2 petites filles de 4 et de 8 ans, expatrié à l'île Maurice depuis un peu plus de 4 ans aujourd'hui. Entrepreneur depuis 20 ans, je crée plusieurs entreprises dans le domaine du digital, j'en ai vendu 2. Je suis investisseur depuis 10 ans maintenant et je touche à toutes les classes d'actifs. J'adore l'investissement, c'est une véritable passion. Je trouve que faire de l'argent avec de l'argent, c'est fabuleux, ça a un côté même magique. Et donc je touche à de l'immobilier, j'ai fait des club deals au Royaume-Uni, j'ai fait des club deals à Dubaï, j'ai acheté aux Émirats Arabes Unis, d'ailleurs un appartement il n'y a pas très longtemps. J'ai acheté des appartements en Lettonie, à Riga. Là, je travaille pour potentiellement faire des club deals en Suisse. Enfin voilà, tous les endroits où il y a de l'attraction, il y a des choses positives qui se passent, où il y a moyen de faire de l'argent. La bourse, bien évidemment, les cryptos. Je suis actif depuis maintenant 8 années. Mon Dieu que le temps passe vite. Dette privée aussi, et puis voilà, le private equity, que ce soit par le biais de fonds d'investissement, l'achat de parts de sociétés en direct, et puis bien évidemment le sujet d'aujourd'hui, le venture capital, les startups, avec 38 startups dans lesquelles j'ai investi, puis déjà quelques-unes où j'ai pu faire des exits, donc des petits exits, des trucs du genre x6, x7 sur 2-3 ans, plus 50% en l'espace de, je crois que c'était 4 mois, voilà. Mais bon, c'est un domaine d'investissement où on est sur un horizon de temps, vous le savez, de 5 à 10 ans en moyenne. Donc ça peut être parfois plus court comme moi j'ai eu la chance de le connaître. Et puis parfois ça peut être 15 ans. Et puis aussi jamais. Voilà, il faut à nouveau que je le dise qu'il y a un événement de liquidité. Donc dans ce cadre-là, j'ai de multiples activités autour de l'investissement et notamment un club qui s'appelle InvestorX, qui est un club de business angel où on donne accès au top 0,1% des startups du monde. Alors, comment on fait ça? Tout simplement, on va chasser dans les incubateurs les plus prestigieux, les plus rentables, les plus exclusifs au monde. Notamment, voilà, quelques noms que je vous donne. Le Y Combinator, je pense que tous les investisseurs en venture tech capital, en startup, en ont entendu parler. Donc, on est référencé au sein du Y Combinator depuis maintenant plusieurs années. On y chasse depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous donne quelques éléments. C'est Airbnb, Dropbox, Stripe, Reddit, Coinbase qui sont passés par le Y Combinator. Ça existe depuis 20 ans. On est sur 1% d'acceptation des dossiers. 10 à 15% des startups, des cohortes deviennent des licornes. Alors ça, c'est un chiffre qui donne officiellement. Taux de rendement annuel, alors ça, on n'a pas de chiffre officiel. Il y a des estimations qui ont été faites. On est autour de 150 à 200% de rendement annuel moyen depuis 20 ans. Le chiffre est juste délirant. C'est du délire. Taux d'échec officiel de 30%, alors que mondialement, c'est de 95%. Et puis aujourd'hui, voilà, on a 80% des startups qui sont centrées sur l'IA. Néanmoins, pourquoi on va chasser aussi dans d'autres incubateurs? Parce que le Y Combinator aujourd'hui n'est pas le Y Combinator d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans ou même d'il y a 2 ans. Là où on avait à peu près il y a 2-3 ans on avait 2 cohortes autour de 250 boîtes. Là aujourd'hui on est plutôt autour de 600 à l'année. Donc forcément on a une dilution quand même de la qualité, même si le Y Combinator reste exceptionnel comme environnement, en tant qu'investisseur, il faut toujours avoir un coup d'avance. Et c'est pour ça que nous, on s'est positionné sur d'autres incubateurs qui ont aussi des chiffres qui sont excellents. Et on s'est positionné sur le speedrun de Andreessen Horowitz. Ça, c'est petite pépite. Dans le sens où on pense que nous, c'est le prochain Y Combinator. Ils l'ont lancé là, en 2023. On est très fiers d'être dans les investisseurs acceptés au sein du speedrun. Andreessen Horowitz, c'est vraiment un acteur légendaire
de la Silicon Valley. C'est un fonds, plateforme de capitalistes, où ils ont engagé 46 milliards, rien que ça. Ils ont investi notamment dans Airbnb, GitHub, Twitter, Instagram, Skype, etc. Hyper sélectif. On est sur moins de 0,5% et voilà. Nous, on a pu voir là sur les dernières cohortes, on a pu proposer au sein d'InvestorX des dossiers provenant du speedrun. On en a même fait d'ailleurs rentrer on avait investi sur une boîte avant qu'elle rentre dans le speedrun et on a aidé à la faire rentrer dedans. Donc voilà, speedrun pour nous, toujours comme je viens de dire, en tant qu'investisseur, il faut avoir un coup d'avance, il faut aller là où il n'y a pas forcément les feux des projecteurs. Et donc c'est pour ça qu'on a investi et qu'on est positionné et on chasse dans ces autres incubateurs. Pour vous donner juste une autre petite stat sur StartX, qui est l'incubateur de Stanford. C'est l'aristocratie de la Silicon Valley. Stanford, c'est vraiment l'université qui a créé la Silicon Valley même. Je vous donne juste un chiffre. C'est le taux de survie des startups qui passent par StartX. Okay, globalement, dans le monde, le taux de survie 5 ans, c'est de 5% des startups. Le taux de survie à 10 ans dans StartX, c'est de 92 à 93%. C'est juste démentiel. Voilà. Une startup chez StartX a 2,6 fois plus de chances d'atteindre une valorisation de 100 millions de dollars. Je vais arrêter pour les chiffres. C'est pour vous expliquer un petit peu comment on remplit cette promesse, on tient cette promesse d'accéder au top 0,1% et on co-investit bien sûr sur chacune des startups. Moi, concrètement, j'ai créé InvestorX parce que je voulais accéder aux startups qui sont dans ces incubateurs. D'une manière générale, aujourd'hui, je crée des activités qui sont au service de ce que je veux faire. Et puis ensuite, je fédère des gens qui ont envie de faire de la même chose. Et c'est exactement ce qu'on fait au sein d'InvestorX. Voilà. Ça, c'était pour les éléments de contexte et dans quel cadre, du coup, je vous fais cette vidéo. On fait des points régulièrement au sein d'InvestorX. On fait des vidéoconf auprès des membres. Et on fait des points tous les trimestres sur l'évolution d'une venture capital. On se doit de se tenir au courant des tendances, de comment ça évolue, des secteurs qui sont en hype, et c'est de ceux dont on se méfie le plus, mais je vais y revenir après. Alors, petit instant pub pour ma liste email qui est gratuite. Le lien est en description. De temps en temps, j'y partage des opportunités. Potentiellement, y partager des opportunités exceptionnellement, bien sûr, provenant d'InvestorX. Et si InvestorX vous intéresse, on ouvre les portes juste de temps en temps dans l'année. Donc, abonnez-vous à mes listes email, vous serez prévenu des réouvertures de portes. Et puis, j'y produis du contenu sur l'investissement d'une manière générale. Parfois, j'organise aussi des vidéoconf, des événements. Donc voilà, encore une fois, c'est gratuit. Vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Le lien est en description. Et donc, j'ai demandé dans mon canal Telegram, je leur ai expliqué, je fais des points régulièrement sur le venture capital et je leur ai demandé, ok, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse un point là sur l'année 2025? Concrètement, j'aime beaucoup les synergies et c'est déjà un travail que j'ai fait pour les membres d'InvestorX et exceptionnellement, je le partage du coup aussi sur ma chaîne YouTube. On m'a dit un gros oui. Donc voilà, comme promis, la vidéo est là. J'espère qu'elle va vous plaire. Si vous êtes content du contenu, vous likez, vous partagez. Et puis si vous voulez d'autres vidéos sur l'investissement d'une manière générale, abonnez-vous à ma chaîne. Rentrons maintenant sur le sujet. Donc bilan 2025 du Venture Capital. Alors, dans le domaine du Venture Capital, on a eu une correction sur 2023-2024. Je vous affiche là ce tableau. Voilà. 2021-2022, on a eu des pics en termes d'investissement en venture capital. Voilà, 476 milliards. C'est les chiffres d'investissement dans le monde, les capitaux qui ont été injectés. 462 milliards en 2022. Pour ma part, sur ces années, j'avais mis en stand-by l'investissement dans les startups parce que je trouvais que les valorisations étaient délirantes. Voilà, on avait un afflux de liquidités d'une manière générale. J'en ai largement profité parce que j'ai fait une année extraordinaire en termes d'investissement crypto en 2021. C'est une année qui m'a massivement enrichi. C'est aussi d'ailleurs en 2021-2022 où j'ai fait des exits en termes de startups, mais j'avais mis en pause. Et sur milieu 2022, j'ai commencé à réinvestir sur les startups et j'ai été particulièrement actif sur les dernières années où on était en déclin. On était sur une phase de correction au niveau du venture capital, comme vous pouvez le voir là, avec les chiffres 328 milliards 2023, 328 milliards 2024, donc voilà, stabilisation en 2024. Et on le voit, 2025, de nouveau, hop, une remontada, 425 milliards d'investis dans le domaine du venture
capital. Donc vous le savez, en tant qu'investisseur, c'est pas quand il y a les feux de projecteur sur un actif et tout le monde est en train d'investir. Typiquement, bon, le gold et le silver avec ce qui s'est passé la semaine dernière. On a vu la correction monumentale que ça s'est pris là sur vendredi fin de semaine. Bon, d'une manière générale, dans toutes les classes d'actifs, c'est la même chose. On évite d'y aller quand tout le monde regarde à cet endroit-là. Il faut se positionner en amont. En tant qu'investisseur, il faut positionner, avoir un coup d'avance tout simplement. Donc, particulièrement actif sur 2023-2024, c'est là où j'ai fait le gros de mes investissements sur les 38 startups dans lesquelles j'ai investi. Et donc voilà, 2025, on a une reprise du venture capital. Et alors, je vais vous montrer là un graphique. Je vais zoomer un petit peu parce que je suis en train de me dire que c'est peut-être un peu petit pour ceux qui regardent sur YouTube. Donc, on voit qu'on a eu un pic là en premier trimestre 2025 avec des levées records dans le domaine de l'IA. On va y revenir de toute manière puisqu'il y a une concentration quand même assez forte des capitaux dans ce domaine. Ça s'est calmé sur 2025 et hop, ça repart à la hausse avec de nouveau une belle hausse sur le quatrième trimestre 2025. Donc, voilà, entre quatrième trimestre 2024 quatrième trimestre 2025, on est sur un plus 14%. Alors, on a quand même une concentration significative des capitaux en premier, bien sûr, dans le domaine de l'IA. On voit, premier trimestre 2025, je l'évoquais justement, avant 65 milliards, d'accord, sur donc l'investissement IA. En tout, ça a été sur 2025 210 milliards d'investis sur l'IA, un plus 85% d'une année à l'autre. Et ça a été donc 50% des fonds, des capitaux en venture capital qui sont allés dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc il y a une hype d'une manière certaine, on le voit avec la valorisation, les capitaux qui ont été promis là à Nvidia avec OpenAI, qui d'ailleurs est un sujet qui pose problème aujourd'hui, où on peut avoir un risque d'un OpenAI qui fait faillite et à ce moment-là des conséquences sur potentiellement la bourse, sur Nvidia, sur la tech d'une manière générale et potentiellement aussi sur le domaine du venture capital. Alors les sous-secteurs gagnants au sein de l'IA, on a les modèles de base et fondations OpenAI, Anthropic, XAI, infrastructure IA, donc GPU suppliers, cloud computing, solutions verticalisées, legal tech, accounting services, enterprise software, agentic IA, donc tout ce qui est domaine agent IA, plus de 53% des nouveaux investissements en IA, c'est quand même un domaine qui attire particulièrement. La robotique et autonomisation et cybersécurité et défense IA, ça c'est un trend émergent majeur, on le voit notamment en France avec le nombre de cyberattaques et de fuites de données. Voilà, c'est un enjeu de toute manière là aujourd'hui mondial. Les principaux deals de 2025, on a OpenAI avec 40 milliards de dollars, donc premier trimestre 2025, vous vous rappelez, 65 milliards là sur le premier trimestre 2025 injectés dans le domaine de l'IA et en clair, 40 milliards c'est OpenAI, donc approximativement les 2 tiers, c'est juste colossal. Anthropic, troisième trimestre 2025, 13 milliards de dollars. XAI, 10 milliards de dollars au troisième trimestre 2025. Donc voilà, des méga deals, une grosse concentration sur quelques énormes deals au niveau de l'IA. Pour ma part, c'est toujours des choses qui me rendent un peu mal à l'aise. Deuxième secteur, healthcare et biotech. Moi-même, j'investis dans des biotech. D'ailleurs là-dessus, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir, le lien va s'afficher, voilà, ma vidéo avec mon ami Gabriel Sian, qui est quelqu'un sur lequel je m'appuie pour tout ce qui est investissement justement dans les biotech. Lui, il est pleinement dans l'écosystème avec une renommée qui se fait maintenant à l'international. Excellente vidéo, vraiment je vous invite à aller la voir si vous êtes intéressé au domaine du venture capital. Il y a des choses à faire dans le domaine de la longévité et des biotech qui y sont associées. 71,7 milliards d'injectés dans ce domaine, mais 20% donc des capitaux en 2024, 17% en 2025. Donc on a un ralentissement. Pour ma part, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien aller dans les secteurs qui sont délaissés. Quand tous les autres vont sur les secteurs en hype, d'aller se positionner là où justement il y a du désintérêt. Troisième, services financiers. Là, on a une stagnation, 12% en 2024, 12% en 2025, 52 milliards. Et donc, en termes de concentration, les États-Unis, c'est au sein de notre théorie d'investissement dans InvestorX, c'est d'aller là où il y a le plus de capitaux, là où il y a plus de mouvements, là où il y a les plus grosses valorisations, là où il y a le plus d'exits, le plus d'opportunités, le plus de probabilités en clair que nos investissements réussissent. Donc, c'est
les États-Unis. Dans les États-Unis, les 2 tiers des capitaux, c'est la Silicon Valley. Et au sein de la Silicon Valley, c'est les incubateurs dont je vous ai parlé juste avant parce que c'est des lieux de prédilection pour donner un maximum de probabilité de réussite aux startups dans lesquelles on investit. C'est un peu comme aller choisir sa femme au concours Miss Monde. Oui, je sais, voilà, pour tous les bien-pensants qui vont me dire oui, mais ça se réduit pas juste à la beauté. C'est une métaphore, ok? Vous aurez compris le principe, c'est exactement ce qu'on fait en sélection dans les startups, dans les incubateurs que je vous ai évoqués tout à l'heure. Et bien évidemment, on a des critères de tri ultra drastiques à l'intérieur, d'accord? On est vraiment en mode sniper. Mais je vais y venir un peu plus loin sur ces éléments-là. Ça me semble ultra important aujourd'hui d'être en mode sniper plus qu'en mode mitraillette. Donc vraiment de choisir de manière drastique les investissements que l'on fait dans les startups. D'autant plus quand on voit la quantité d'argent déployé aujourd'hui dans l'IA et l'euphorie qu'il y a dans ce domaine avec, je pense, on le voit, des dérives où il y a des gens qui investissent sur des trucs où la valorisation est délirante et le projet est très bancal. Donc, concentration États-Unis, 274 milliards de dollars investis aux US, c'est 64% des flux de capitaux mondiaux, plus 8% par rapport à 2024. On a les États-Unis qui continuent à progresser et à attirer d'autant plus de capitaux. Ça a été 3073 deals pour 7365 deals dans le monde, donc 42% des transactions, ça a été aux States. Et la domination des USA reste structurelle. C'est un écosystème d'investisseurs institutionnel qui est bien plus mature. Rien à voir avec la France, rien à voir avec l'Europe. Densité de grandes entreprises tech créant des opportunités de synergie. Attractivité des fondateurs à l'échelle mondiale. Moi, je le vois, les quelques startups avec des fondateurs français, ou à l'époque où je n'avais pas accès à tout cet écosystème auquel j'ai accès aujourd'hui, les startups sur lesquelles j'ai décidé d'aller, c'est des startups où ils avaient en projet concret, affirmé d'aller aux États-Unis. Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui en Europe, vous avez une myriade de juridictions, de réglementations qui sont différentes, des langues qui sont différentes, des cultures qui sont différentes. Là, aux États-Unis, il y a une unification et un marché qui est beaucoup plus facile à pénétrer. Voilà, on a une profondeur d'un marché qui est bien plus importante et il y a une friction à l'adaptation qui est beaucoup moins forte que ce qu'il y a en Europe, puisqu'il faut faire, il faut prendre en compte les éléments pour l'Italie, il faut prendre en compte les éléments pour l'Allemagne, pour la France, il faut faire du multilinguisme, enfin voilà, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc les États-Unis, clairement, continuent d'attirer des fondateurs, et voilà, je vous donne un exemple d'une société dans laquelle moi j'ai investi et les membres de mes clubs privés aussi ont pu investir en 2022. Aujourd'hui, la boîte est enfin allée sur le marché américain en 2025. Elle était sur un ARR de 400 000 dollars en décembre. Là, sur janvier, 600 000 dollars. Un ARR, je dis des bêtises. C'est un MRR, un Monthly Recurrent Revenue. Donc, revenu récurrent mensuel, 400 000 dollars en décembre, 600 000 dollars en janvier et il devrait atteindre les 1 million là en février. Donc, on est sur une boîte qui va très bien, qui crache du fric. C'est génial, c'est ce qu'on aime. Après, c'est quand même toujours, tant qu'il n'y a pas l'exit qui est fait, il y a des tas de choses qui peuvent se passer. Moi, il m'est arrivé déjà une fois d'être investi sur une boîte où j'étais assis sur le papier, sur un x60. Et puis, problème de liquidité, problème pour lever. Et le x60 s'est transformé en moins 90%. Donc voilà, c'est ce que je dis. Tant que l'exit n'est pas fait, c'est du vent. Les secteurs en déclin. On a la clean energy, la climate tech, donc baisse de priorité à mesure que l'attention se shift vers l'IA et les softwares. E-commerce et vertical cyclique, donc perte de capital vers des modèles plus stables et prévisibles. La fintech traditionnelle, saturation du marché, renouvellement limité autour de blockchain défi. On le voit de toute façon là, au niveau de la crypto, l'écosystème, la crypto d'une manière générale, s'est pris encore une claque récemment. Moi, je suis complètement sorti du marché. C'était quand? C'était début octobre. Oui, c'est ça. Et vous pouvez, c'est vérifiable. Je l'ai partagé mon groupe Telegram, je l'ai partagé dans mes groupes privés. J'en ai parlé sur ma chaîne YouTube. Et forcément, voilà, quand il y a un désintérêt d'une manière générale pour la crypto, il y a un désintérêt aussi dans le domaine du venture capital
pour les startups dans ce domaine-là, notamment au niveau de la DeFi. Même si je pense que la DeFi est un des seuls secteurs dans le Web3, la crypto, où il y a quelque chose à faire. Food technology et agritech, disparition progressive du financement, sauf quand il y a des intersections avec l'intelligence artificielle. Notamment, on a fait un deal en 2025 dans InvestorX, où justement, il y a cet aspect intersection food tech et intelligence artificielle. Web3 natif, voilà, la hype crypto a fortement baissé. Le bear market est passé par là, donc forcément des intérêts aussi dans le domaine du venture capital. Et puis les startups non orientées AI, capital de plus en plus rare pour les entreprises sans composante AI manifeste. Donc voilà les secteurs qui sont aujourd'hui en déclin. Les exits en rebond fort, et ça c'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Fusion-acquisition en 2025, ça a été plus de 100 milliards de dollars, 155% d'augmentation par rapport à H1, c'est Half One, donc premier semestre 2024. Ça c'est bien pour nous, investisseurs startup. Fusion-acquisition aux États-Unis, deuxième meilleure performance jamais enregistrée, 51% du volume global de fusion-acquisition, c'est au State. Donc plus 49% en termes d'activité par rapport à 2024. Donc ça, c'est excellent. Les IPO sur le premier semestre 2025, 11 listings de compagnies venture backed. Donc désolé, mon accent n'est pas des meilleurs, même si je parle de deal avec des fondateurs startup en anglais, je progresse, d'accord. Fort heureusement, mes associés Steve et Nathan dans InvestorX sont eux fluent. Donc 169 milliards de market cap. Donc voilà, un retour des IPO d'introduction en bourse et ça c'est très bon pour nous. Voilà pour le bilan 2025 en termes de venture capital et je vais vous amener à mes petites conclusions. Juste avant, je voudrais vous parler de Futur 100 qui a été lancé par les Émirats Arabes Unis, donc forcément c'est lié dans le domaine, au domaine du venture capital, du private equity. C'est le lancement d'un programme national. Alors pourquoi je m'y intéresse? Parce que moi je suis bullish sur les Émirats Arabes Unis. Je sais que beaucoup de Français ont de gros a priori, pour la plupart ils y sont même jamais allés, mais c'est pas grave, ils ne font que répéter ce qu'ils ont pu entendre dire de certaines personnes sur les réseaux sociaux ou aussi dans les médias. Pour ma part, il y a de ça quelques années, effectivement j'avais aussi des a priori, mais j'ai décidé d'aller voir sur place et j'ai été très agréablement surpris. Le dynamisme est fou. Ils ont bien, alors on peut les critiquer, c'est pas bien, c'est une dictature, etc. C'est pas une dictature, d'accord. C'est un système de monarchie, effectivement, on n'est pas habitué en Europe et particulièrement en France où on met sur un piédestal absolu le côté démocratie et république. Mais pour autant, est-ce que c'est le meilleur des systèmes? Mais franchement, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas celui qui a été le plus représenté au niveau de l'histoire. D'un point de vue historique, ça reste une anomalie. Donc, on verra ce que ça donnera à l'avenir. Mais en tout cas, aujourd'hui, les Émirats Arabes Unis, eux, ont un programme à 50 ans et ils le déroulent. Et ils le font bien. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai acheté un pied-à-terre là-bas, parce que je voulais posséder un bout de ce territoire. Et parce que je crois qu'ils vont aussi... ils sont déjà très actifs d'un point de vue finance. Moi, j'ai acheté à Abu Dhabi parce que je trouve que c'est là-bas qu'il y a la vraie argent, quoi. Voilà, à Dubaï, il y a un côté... on utilise le terme bling bling, bon j'aime pas ce terme, mais plus clinquant on va dire, plus adapté on va dire dans l'entrepreneur célibataire à Abu Dhabi, il y a un côté plus familial, plus posé, c'est plus calme et on a je dirais que la finance profonde quoi. Voilà, on a vraiment la finance tradie qui s'installe de plus en plus là-bas, ils ont su se rendre attractifs et donc ils ont lancé ce programme Futur 100, c'est pour financer des startups dans les secteurs d'avenir, fintech, espace, edtech, IA, énergie renouvelable, 100 entreprises chaque année, avec un fast track vers les crédits et l'accès aux banques, avec des dettes non dilutives. Ça, en tant que fondateur startup, ils aiment bien parce que ça leur évite de donner de leurs capitaux pour pouvoir avoir de l'argent. Carnet aussi d'investisseurs avec des fonds partenaires qui se sont engagés à examiner en priorité les dossiers des Futurs 100 qui opèrent comme un premier filtre des startups qui ont été sélectionnées au sein de celui-ci, sachant qu'on est plutôt sur des startups qui sont dans une phase de maturité entre une série A et B, post-revenu et en phase donc d'accélération et de croissance. Donc voilà, pour ma part, je surveille aussi ce qu'ils font au sein des Émirats Arabes Unis. C'est pas parce que on a l'œil fixé, on est concentré aujourd'hui sur l'écosystème aux États-Unis qu'on garde pas cette idée d'avoir toujours un coup d'avance et de regarder quand même ce qui se passe
à travers le monde. Et là où il peut y avoir de l'attraction et de belles choses qui se passent pour, encore une fois, maximiser nos chances de retour sur investissement. C'est ce que l'on cherche à faire en tant qu'investisseur startup. Conclusion donc de tous ces éléments, résister à la hype, mais prendre en compte l'attraction qu'il y a aujourd'hui. Le mode sniper qui prime. Bon, on a, je dirais que dans les startups, on voit d'autres fonds d'investissement, d'autres acteurs, d'autres clubs de business angel qui ont une approche plus mitraillette. Je critique pas, juste pas notre manière de faire. Nous, on est plus en mode sniper parce qu'on croit qu'aujourd'hui, vu le niveau de hype quelque peu délirant qu'il peut y avoir au niveau de l'intelligence artificielle, on croit que il faut être d'autant plus drastique dans sa sélection des dossiers, éviter justement d'aller sur des dossiers qui attirent des capitaux, mais où les fondamentaux sont discutables. Alors bien sûr, les fondamentaux, c'est quoi? C'est OK, quelle équipe il y a derrière, les moyens de monétiser, est-ce qu'il y a déjà de l'attraction, est-ce qu'il y a un alignement des planètes au niveau du marché, quels sont leurs unfair advantage par rapport aux autres boîtes. Voilà, on a toute une liste de critères, je vous en ai donné comme ça quelques-uns à brûle pour point, mais bien sûr, voilà, on a toute une grille d'analyse et c'est ce qu'on fait au sein d'Investorix quand on présente un deal pour proposer de co-investir aux membres du club, on explique, on fait la startup en la passant au travers de toute notre grille d'analyse. Donc voilà, restez très sélectif et puis comme toujours, je l'ai évoqué, avoir un coup d'avance. C'est fini pour cette vidéo. À nouveau, je vous invite à aller voir l'excellente vidéo que j'ai tournée avec mon ami Gabriel, le Venture Capital dans le domaine de la longévité, les biotech. Si jamais ça vous intéresse, eh bien, de potentiellement rejoindre mon club InvestorX, à ce moment-là, inscrivez-vous à ma liste email privée. C'est gratuit, vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Et si vous vous intéressez d'une manière générale à l'investissement, je pense que vous y trouverez plein de choses intéressantes puisque voilà, j'envoie des newsletters assez régulièrement. Je vous partage parfois des vidéos qui viennent de mes communautés clubs privés, puisque au-delà de ça, j'ai ma communauté Youmento, j'ai mon programme Fast Track Investor, j'ai mon Mastermind Elite Investors. Voilà, d'une manière générale, ça tourne autour de l'investissement. Si vous avez aimé, merci de partager la vidéo auprès d'autres business angels que vous connaissez. Likez, mettez-moi un commentaire, dites-moi dans quoi vous investissez au niveau venture capital, ce sur quoi vous êtes bullish, comment vous sélectionnez vos startups, je lirai tout et je répondrai. À très bientôt, salut à tous.